Les images que vous êtes en train de regarder sont des extraits d'un documentaire intitulé « La route du thé ». Pour la première fois, la plus ancienne des pistes de caravane offre ses mystères aux spectateurs. Plus de 4000 km à parcourir, en passant par des oasis à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, en traversant 3 zones climatiques et en grimpant aux neiges éternelles du toit du monde, à plus de 6000 mètres. C'est la route commerciale la plus extraordinaire de tous les temps. Ce magnifique documentaire a été réalisé par Michel Noll et Wei-Ping Zhou. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité à l'adresse indiquée à l'écran. Michel Noll est le fondateur du festival du documentaire chinois Les Écrans de Chine. Aujourd'hui, il vient nous parler des 2 documentaires chinois projetés le 14 avril 2022 au cinéma L'Entrepôt dans le 14e arrondissement de Paris, dans le cadre du festival Les Écrans de Chine. Michel Noll, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez choisi de projeter le 14 février 2 films sur la cuisine chinoise dans le cadre des Écrans de Chine. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement? Avec grand plaisir. Alors les Écrans de Chine, c'est un rendez-vous régulier. Tous les ans maintenant, nous préparons le festival de 2022 et ce sera la 13e édition. La 13e édition. 13e édition. Mais entre chaque édition, on a aussi ce qu'on appelle un ciné-club. Nous montrons à ceux qui n'ont pas pu venir au festival les films une fois par mois dans le même cinéma dans lequel il se passe le festival, c'est-à-dire l'Entrepôt à Paris. Juste une petite question, excusez-moi de vous interrompre quelques secondes. Donc c'est une fois par mois. Une fois par mois. Un rendez-vous, on va dire mensuel, toujours au même endroit. Exactement. Nous, on appelle ça le ciné-club des Écrans de Chine. C'est le 2e jeudi, normalement le 2e jeudi de chaque mois, à 20h au cinéma. Et alors on y montre soit un film qui a été primé lors du festival, soit un des grands classiques. Et pour le 14 avril, nous avons décidé de proposer la thématique de la cuisine, de l'art culinaire chinois, de manière assez originale. Pourquoi est-ce que c'est original alors? Parce que nous allons montrer l'art culinaire tel qu'il est pratiqué en Chine et tel que nous le trouvons en France. Parce qu'il y a plein de gens qui, justement, qui vivent en France, qui ont envie de manger chinois. Alors, donc, le premier film, c'est un film qu'on a tourné à Guangzhou. Vous pouvez rappeler juste le nom du premier film? Le film s'appelle Saveur et servitude. Saveur et servitude, le nom du premier film, c'est un long métrage. Voilà, c'est un long métrage, et dans les documentaires, les longs métrages sont un peu plus courts que les longs métrages de fiction. Et nous sommes dans un restaurant à Guangzhou, un de ces énormes restaurants qui servent 1000 couverts chaque midi et chaque soir. Le film a été tourné par Wang Feng. Wang Feng est une jeune réalisatrice qui habite à Guangzhou et qui est très actif dans le cadre de l'association des documentaristes chinois de Guangzhou. Donc, elle a tourné beaucoup à l'intérieur du restaurant pour nous faire découvrir un peu comment ça se passe. Et elle est allée aussi en province parce que c'est un restaurant spécialisé dans les repas de la minorité ethnique des Chao. Ce restaurant-là? Ce restaurant-là est spécialisé dans la cuisine de Chao. Chaozhou, je crois, en chinois. Absolument. Oui. Absolument. Et ce qu'elle nous propose à travers son film, Wang Feng, c'est
un regard dans les coulisses de ce restaurant. Vous imaginez, vous allez dans un restaurant à 1000 couverts, vous commandez votre menu et vous êtes servi 5 minutes après. 5 minutes après. Comment est-ce possible? Bah oui, c'est inimaginable. Hein. Voilà. Donc, elle nous montre comment est-ce possible, comment est organisé un restaurant de ce type. Et je peux vous dire qu'on a vraiment de vraies belles surprises, car elle est allée à l'aube de filmer ce qui se passe de l'aube jusqu'à minuit. Donc, de l'aube jusqu'à minuit. Hein. Parce que déjà, les gens arrivent au restaurant, les cuisiniers arrivent à l'aube pour préparer les repas du jour. Donc, on apprend un tas de choses sur comment fonctionne un restaurant, et en même temps, elle nous emmène dans la région originaire pour nous montrer comment on y fait les pâtes, comment on y fait le tofu, etc. Donc, c'est à la fois une découverte de la cuisine Chaozhou, mais aussi du fonctionnement de ce grand restaurant. Et ce qui avait été un peu notre motivation pour montrer un deuxième film, c'est que cette fois-ci, nous sommes dans un restaurant en France, tenu par des citoyens chinois. Donc l'art culinaire, qu'est-ce que lui arrive quand il arrive en France? Comment est traduit cette belle tradition culinaire quand elle voyage, en l'occurrence en France? Donc c'est un complément de regard. C'est ça, tout à fait. Dans un premier temps, l'art culinaire en Chine, et qu'est-ce que ça devient quand on est en France? Et là, c'est une jeune réalisatrice, c'est son tout premier film, elle est aussi chinoise, mais elle habite en France, et elle a filmé à partir maintenant, elle doit avoir 22 ans, mais quand elle a fait le film, elle avait 18 ans. Ah oui. Elle a fait le film à travers le regard d'une de ses amies, qui était la fille des propriétaires du restaurant. Donc, de cette manière-là, on a une entrée personnelle, en fait. On est là aussi dans les coulisses de ce restaurant, comment ça fonctionne. Et ceux qui sont en France et qui vont dans des restaurants chinois vont certainement retrouver des choses qu'ils voient quand ils vont au restaurant chinois en France. Mais c'est intéressant, hein. Et pourtant, le thème culinaire, c'est pas un thème, très original au sens propre du terme. Non, et c'est vrai. pourquoi vous avez choisi ce thème-là? La cuisine chinoise, elle est mondialement connue. J'imagine qu'il doit y avoir des milliers de films sur la cuisine chinoise. Et pourquoi donc vous avez choisi saveur et servitude? En fait, l'idée, c'est que c'est vrai que c'est l'art culinaire qui est bien à l'image. On comprend bien comment telle ou telle chose est construite. Mais c'est surtout ce regard sur comment, pratiquement, concrètement, ça s'organise quand vous allez dans un de ces restaurants. J'appellerais ça des hyper-restaurants, des géants de restaurants. Ouais. Comme il y en a beaucoup en Chine. Absolument. Oui. Comment, pratiquement, ça fonctionne. Ouais. Et ça, il n'y a pas beaucoup de films. Oui, ça c'est vrai. En fait, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt le côté organisationnel. Certes, mais le côté organisationnel ne s'apprécie pas si on ne sait pas de quoi précisément on parle. Donc là, on parle de la cuisine Chao, qui est différente d'autres cuisines, de la sichuanaise et d'autres. Et du coup, l'organisation est un peu différente. Et du coup, quand le visiteur, quand il va pouvoir retourner en Chine, quand il va dans un de ces grands restaurants, il a toute une fourniture, toute une panoplie d'informations de ce qui se passe derrière, dans les cuisines. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Donc du coup, le visiteur, le consommateur, quand il rentrera dans ce restaurant, il ira différemment qu'avant. Parce que maintenant, il a toute une culture, une information de culture sur qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Un restaurant qui sert 1000 repas, couverts, en fait. Ben oui. 1000 couverts. 1000 couverts, c'est plutôt 2 fois 1000, puisque c'est 1000 couverts à midi et 1000 couverts le soir. Absolument. Comment est-ce possible? C'est parce que il doit y avoir des robots parce que c'est des temples culinaires en fait. Ouais.
Donc, et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les gens commencent à préparer à 6 heures du matin. Alors comment préparent-ils? Qu'est-ce qu'ils préparent? Ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent de faire en dernière minute? Tout ça, c'est des choses vraiment intéressantes qu'on ignore quand on y va normalement dans un restaurant. On ne sait pas tout ça. Vous commandez un plat précis parce que vous l'adorez, mais vous vous êtes peut-être jamais posé la question comment il est préparé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit prêt au moment où je le demande. Comme vous le savez, je suis souvent en Chine et j'adore la cuisine chinoise. Et j'ai mangé dans ce restaurant. Ah, vous avez mangé dans ce restaurant précis? Dans ce restaurant. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce film? Non, je plaisante. Non, c'est surtout parce que c'est une cuisine ethnique assumée. Ah oui. Voilà, on dit, nous on fait la cuisine Shao. Et d'ailleurs, c'est devenu, en fait, si on est de cette ethnie, on aime aller dans ce restaurant parce que ça vous rappelle chez vous. Voilà comment ma mère, ma grand-mère me faisait la cuisine quand j'étais petit. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on parle de servitude dans le titre. Ces saveurs spécifiques sont en fait servent la reconnaissance ethnique. Je me souviens, pour déjà citer un autre exemple, comme je suis aussi réalisateur, comme vous le savez, il m'est arrivé de faire de tourner un peu partout, évidemment en Chine, mais aussi ailleurs. Et je me souviens, une fois, on a tourné au fin fond de la Pologne, dans un endroit complètement perdu, et il faisait, à l'époque où on était là pour tourner, le café d'une très certaine manière, avec une odeur très particulière, que j'avais connue quand j'avais 5 ans. Et cette odeur-là, alors que pendant qu'on tournait, j'avais, je pense, 40 ans, donc 35 ans plus tard, à une distance de 50 mètres, je reconnaissais cette odeur. Donc il y a vraiment une force dans les saveurs, odeurs et saveurs culinaires, qui nous rappellent notre appartenance. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez tourné, vous, des films sur la cuisine? En fait, moi non, mais je suis un fervent admirateur de la bonne cuisine. Donc j'en mange tous les jours. Et même quand ça m'arrive, quand mon épouse est absente et les enfants sont partis maintenant, donc quand je mange seul à la maison, je me prépare tout un repas comme si c'était une fête. Parce que pour moi, de bien manger, et c'est pas forcément dire manger cher, de bien manger, c'est une manière de célébrer chaque jour que je vis. Donc pour moi, la cuisine est importante, mais mon intérêt de réalisateur et de producteur porte souvent sur plutôt des aspects sociologiques ou psychologiques. Tout à fait. Alors pour revenir à ce film, donc Saveur et servitude, vous l'avez choisi parce que ce film parle d'une cuisine qui est très spécifique, c'est celle de Chaozhou. Oui. Vous qui avez déjà déjeuné ou dîné dans ce restaurant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la cuisine de Chaozhou? Quelles sont ses spécificités, par exemple, à ceux qui ne peuvent pas aller voir ce film? Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup, que j'ai retenues particulièrement. Ouais. C'est leur manière de faire du tofu. Ça, c'est vraiment tofu, donc le tofu. Fromage de soja, n'est-ce pas? Voilà. Et leur manière de faire ces longues pâtes, qui est vraiment assez extraordinaire. Et il se trouve que c'est très bien expliqué. Et je savais même pas que dans le film. Je ne savais pas que dans la province du Guangdong, excusez-moi, ils faisaient des pâtes. Je pensais que les pâtes c'était une grande spécialité du nord de la Chine, Shanxi. Eh bien, vous le verrez dans le film. Le tofu, je savais pas non plus que eux ils le faisaient. Oui, ben voilà. Vous le verrez dans le film. Donc c'est le grand bénéfice des documentaires. On peut apprendre des choses avec les documentaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui n'auront pas pu voir le film le 14 avril, nous avons une plateforme sur laquelle on peut voir ces 2 films. C'est une plateforme qui s'appelle ICTVOD. Vous tapez ça sur votre ordinateur, vous tombez dessus, vous créez un compte et vous pouvez voir ces 2 films.
Tout à fait. Voilà. Alors, le côté organisationnel maintenant, puisque le film a pour but de montrer comment un restaurant de cette taille peut servir 1000 couverts et à chaque personne, on ne réserve que 5 minutes. Comment peuvent-ils arriver? C'est juste pour ceux qui n'ont pas pu voir le film. Est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, c'est une organisation quasi militaire. Militaire. Quasi Ils sont militaire. Combien déjà? Ils sont, ceux dans la cuisine, ils sont 80. 80. Donc c'est imaginez un peu la grande cuisine et ils ont un menu très varié. Donc il y a beaucoup de plats qui sont préparés et les 80 cuistots, comme on dit, 80 cuistots? C'est beaucoup, hein? Oui, ouais. oui, c'est un très grand restaurant. Je pensais que c'était à la fois les 80, c'était à la fois des cuistots et des serveurs. Les serveuses, c'est les serveuses en l'occurrence, il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine, bah oui, ça voilà. se comprend là. Voilà. Donc, mais c'est une organisation militaire, quasi militaire. Il y a vraiment une très stricte manière de faire pour qu'on ne se trompe pas, pour qu'on regarde la bonne saveur, pour que quand c'est servi, c'est encore chaud. Tout ça, c'est important. Et également dans le contrôle de qualité des produits, des matières premières quand ils arrivent, oui. C'est extrêmement précis aussi. Donc c'est un fonctionnement extraordinaire. Et j'oublie de préciser tout à l'heure que c'est un restaurant qui fonctionne très bien et nous avons rencontré le patron et filmé le patron. Ah, vous avez filmé le patron, ça c'est intéressant. Donc, alors qu'il était en train de choisir l'endroit pour une succursale, un autre restaurant, et nous sommes allés avec lui à minuit dans le bâtiment pour chasser les mauvais esprits, comme on fait dans la tradition ethnique. Et c'est des choses que vous n'aurez jamais vues, c'est extraordinaire. Ils y croient vraiment, hein. On l'a accompagné quand il est allé voir le Feng Shui pour savoir à quel jour faut-il ouvrir le restaurant, donc dans quelle direction doit y avoir la porte d'entrée, des tas de choses vraiment intéressantes. On ne se pose pas la question de ces questions-là en tant que consommateur. Mais là, on apprend des tas de choses et du coup, je pense qu'on a très envie de manger comme eux. Voilà. Ouais. En fait, sa famille, ils sont des restaurateurs dans la province d'où il vient. Et lui, comme il est un entrepreneur, dynamique, proactif, dynamique, il a dit, moi je vais emmener cette cuisine-là dans le Guangdong. Et il a ouvert ce grand restaurant. Et ça fonctionne très bien. Très bien, voilà. Ouais. J'allais vous poser cette question-là, donc... la preuve, il fait un deuxième... C'est ça, une succursale dans la même province? Dans la même, à Guangzhou. Voilà. Guangzhou, c'est grand, comme vous le savez, donc c'est dans un autre quartier de Guangzhou. Alors maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement de la réalisatrice du film. Est-ce que vous avez connu cette réalisatrice en Chine? Bien sûr. C'est moi qui ai produit ce film, hein. Donc je connais bien et c'est moi qui ai engagé la réalisatrice. C'est vous le réalisateur? Non, vous êtes le producteur du film et c'est vous qui avez engagé cette... jeune femme, hein? Absolument. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Wang Feng. Wang Feng. Vous pouvez... Et je l'ai rencontrée quand j'étais le directeur artistique du festival JZ-Doc à Guangzhou. Et elle m'avait frappé comme quelqu'un qui avait une très bonne énergie, généreuse, et qui avait en plus, elle était jeune, qui avait en plus un savoir-faire. Elle aimait aussi cette cuisine, donc je me suis dit, elle va sans doute pouvoir nous proposer des belles images. Voilà. Elle a fait des études cinématographiques. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Elle a fait ses études à Guangzhou, elle est reconnue, elle est active dans le syndicat des réalisateurs. Ouais. Non, c'est une Mais fille... quand vous l'avez rencontrée, elle avait déjà beaucoup de films à son actif. Elle avait fait quelques films que j'ai regardés en disant, bon, allez, on prend le risque, on va avec elle. Ouais. Voilà. Parce que quand vous engagez un réalisateur, vous ne savez jamais qu'est-ce qui va sortir. Parfois, on a de très bonnes surprises. Là, en l'occurrence, je pense qu'on a eu une très bonne surprise. Et parfois,
ça marche un peu moins bien. Voilà. Voilà. Et donc, c'est elle qui a réalisé, c'est elle qui a écrit le scénario aussi. En fait, on en a beaucoup parlé tous les deux avant qu'elle l'écrive. C'est un peu le propre de mon travail avec les réalisateurs chinois. Ouais. J'ai développé de cette idée que j'aime bien travailler avec eux, proches, au moment de la construction du film, donc du scénario ou du traitement, pour essayer que les réalisateurs comprennent bien quelle est l'étendue, quelle est la contextualisation du sujet. Je lui ai dit, par exemple, il faut voir le patron. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qu'il compte faire demain? Qu'est-ce qu'il en dit à ses enfants? De sorte à ce que ça ne vienne pas simplement un film sur la cuisine. C'est ça, parce que derrière la cuisine, il y a aussi l'humain. Derrière toute chose, il y a l'humain. Oui, il y a l'humain. Voilà. Et puis le deuxième aspect où j'aime beaucoup travailler avec les réalisateurs chinois, c'est ce que j'avais fait dans ce cas. Donc, quand elle avait fini de tourner, je lui ai envoyé un billet d'avion. Elle est venue en France. On a monté le film ensemble ici en France. Ah, vous avez fait le montage ensemble? C'est en fait, j'ai surveillé le montage qu'elle a fait elle, avec une très bonne monteuse française. Et c'est au moment du montage, dans la confrontation des regards entre la réalisatrice et la monteuse, que se construit le film. La monteuse demande à la réalisatrice « Pourquoi tu veux mettre cette scène ?» Donc il faut qu'elle s'explique. La réalisatrice dit à la monteuse « Mais pourquoi tu veux mettre toi cette scène-là » Ça, c'est bien ça. Et donc il faut qu'elles s'expliquent l'une et l'autre. Et dans ce dans ce dialogue apparaît le film sur la table de montage, de sorte à ce qu'il puisse être bien compris par les Chinois et par les Français. C'est un film en français ou en chinois? En chinois. En chinois. Hein. On l'a sous-titré, bien entendu. On l'a sous-titré. Il est donc les gens qui le découvrent. C'est vous qui avez traduit. Qui a traduit ce film? On a beaucoup de bénévoles qui nous aident pour les traductions. Voilà. Voilà. Donc c'est une véritable, on va dire, production franco-chinoise. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, on va parler maintenant du deuxième film. Hein. C'est aussi un long métrage? C'est un court métrage qui fait moyen métrage qui fait 44 minutes. Ouais. Qui lui, on est toujours dans un restaurant. C'est aussi vous le réalisateur? Non, cette fois-ci non. Non, c'est ce premier film dont je parlais tout à l'heure. C'est Xiao Tongxu qui a fait ce film, c'est son premier film. Elle l'a écrit, filmé et monté. Donc de A à Z, c'est elle qui l'a fait. De A à Z tout. Mais comment l'avez-vous découvert, ce film? En fait, pour organiser le festival, on fait un appel à film qui est publié largement sur WeChat, sur Internet, dans les journaux professionnels, et elle nous a envoyé son film. Nous, on reçoit normalement 50, 60 films tous les ans. C'est beaucoup, et on fait, il y a un comité de sélection qui est composé, et puis on choisit les films, et moi j'ai voulu montrer celui-là parce que c'est un premier film, donc j'aime bien encourager les jeunes à faire ce travail. Ils sont encouragés quand on montre leur film. Pas quand ils ont fini un film et ils partent sur les étagères. Il faut qu'un film vive, même s'il n'est pas parfait. Et souvent les premiers films sont loin d'être parfaits. Mais ils existent, ces films-là, et ils peuvent commencer à créer un dialogue entre la réalisatrice ou le réalisateur et son public. Et du coup, quand à chaque fois on montre son film, je lui fais part des questions que nous recevons pour que ça puisse l'aider avec son prochain film. Voilà, donc ici, le regard, on est donc toujours dans un restaurant chinois, mais cette fois-ci en France, et le regard porte davantage sur, maintenant, la famille qui gère ce restaurant, avec un questionnement un peu particulier. Comment la deuxième génération des Chinois qui sont arrivés en France, qui sont donc nés ici, qui sont éduqués ici, comment réagissent-ils, comment gèrent-ils les codes de leurs parents qui ne sont pas les mêmes? Forcément, ils sont différents. Donc comment se développe entre les humains et pour la cuisine, comment se développe
l'adaptation, en quelque sorte, de la culture chinoise quand elle arrive en France. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est identitaire pour la Chine, pour le mode de vie chinois, et qu'est-ce qui, au contraire, est prêt à s'adapter. Où on laisse des choses, mais qu'est-ce qu'on prend? En fait, ce film-là, ce court-métrage, est un peu on va dire une réponse, des réponses à ces questions. Absolument. Ouais. Absolument. C'est ça son originalité. Hein. C'est pas que un film culinaire où on montre les plats savoureux. Ça l'est aussi, hein, parce que c'est la base quand même. Hein. Voilà. Ouais. C'est la base, mais ça va bien plus loin. Un peu comme, vous savez, c'est un peu ces films-là que je choisis, même si je ne les ai pas produits, que je choisis pour les mettre dans ce festival. Oui. Pour moi, ce festival, il est un peu ce que vous faites avec votre émission Pont des Arts, c'est-à-dire de créer des liens potentiels entre, en l'occurrence, la Chine et la France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est typiquement chinois que les Français peuvent aimer? Qu'est-ce qui est français que les Chinois peuvent aimer? De sorte à ce qu'on puisse commencer à se parler, exactement, à ce qu'on devienne amis, à ce qu'on se donne la main pour affronter les défis de notre monde, qui sont énormes. Voilà. Mais il y a des réponses spécifiques en France pour ces défis, il y a des réponses spécifiques en Chine pour ces défis, et comment éventuellement on peut faire un bout de chemin ensemble. Merci. C'est ça un peu le sens des écrans de Chine. Dans tous les films. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Michel, vous disiez tout à l'heure que vous aimez beaucoup travailler avec des réalisateurs chinois. Pourquoi? Vous parlez chinois? Je ne parle pas chinois. Non. Comment vous communiquez avec eux? En anglais? En anglais, souvent, parfois en français, mais toujours avec un ou une interprète pour être sûr de bien se comprendre. Oui. Pourquoi vous aimez travailler avec eux? J'ose pas envoyer un réalisateur français pour faire un film en Chine. Comment peut-il comprendre ce que c'est d'être chinois? Comment peut-il interpréter un geste que fait un protagoniste dans un film? C'est trop culturel. C'est très culturel. Très culturel. Imaginez un film que ferait un réalisateur chinois sur la France. Est-ce qu'il va comprendre? Il ne comprendra pas. Donc, à moins d'être... Il y a peut-être des gens qui sont dans les deux camps, c'est possible. Mais c'est l'exception. C'est l'exception. La règle. En général, la règle, voilà. La règle, c'est si je veux que quelqu'un me raconte la Chine, je demande à un Chinois. Donc, alors ça suppose quand même un certain nombre de problèmes, de défis, pardon, pas problème, de défis qu'il faut résoudre. La langue. C'est ça. Mais pas seulement la langue aussi, c'est aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour les uns et pas pour les autres. Essayer de savoir, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un ne répond pas à une question. En France, c'est simple, il dit oui ou non, ou peut-être, ou j'en sais rien. En Chine, on ne réagit pas comme ça. Donc, il y a plein de choses qui sont enracinées très profondément dans nos cultures, je dirais même dans nos civilisations. Bien sûr. Et pour mieux se comprendre, il faut s'aider. J'aimerais bien que des Français nous fassent de beaux films sur la France et des Chinois des beaux films sur la Chine. Oui, voilà. Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez fondé donc ce festival du documentaire chinois. Parce que, pour répondre à ma question, vous avez dit, parce que quand je fais un film sur la Chine, j'aimerais que ce soit un réalisateur chinois. Et ça explique en partie donc votre choix de travailler avec des réalisateurs chinois. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi cet intérêt pour la Chine et pourquoi avoir créé le festival du documentaire chinois en France. Alors, et puis nous présenter les écrans de Chine au passage. J'entends. Cet intérêt pour la Chine, comme vous voyez, hein, j'ai
beaucoup travaillé, beaucoup tourné, un peu partout dans le monde. Et je me suis dit, où est-ce que je trouverais l'altérité la plus importante, la plus éloignée de nous? Parce que j'ai par exemple fait des tournages en Australie en me disant c'est très très loin, etc. Mais culturellement parlant, en Australie, j'ai trouvé les Anglais, une culture anglaise. Si vous allez en Inde, c'est pareil. La colonisation de l'Inde a fait beaucoup de choses avec la culture indienne. Vous allez au Canada, bref. Donc, j'ai tourné aussi en Afrique, où on est assez authentique, mais un continent de colonisation, bien entendu. Alors qu'en Chine, sauf une courte période où il y avait les Japonais, n'a jamais été colonisé par quiconque. Donc je me suis dit, c'est là où on va pouvoir trouver une culture, une civilisation extrêmement différente de la nôtre, et en l'étudiant, peut-être que ça m'aiderait à mieux comprendre qui nous sommes nous. Parce qu'à travers un contre-exemple, on se pose et on analyse des questions importantes, philosophiques, sur la vie, de manière plus riche, de manière plus forte. Et en faisant ça, en tournant, en aidant les jeunes réalisateurs de faire leurs films, la prochaine étape est forcément, quand j'ai ce film, qu'est-ce que j'en fais? Il faut le partager. Comment le partager? J'ai beaucoup... Partager. Faire et partager. Voilà. J'ai beaucoup de mes premiers films sur la Chine ont été montrés sur la chaîne Arte, que vous connaissez. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? J'ai fait un film sur la route du thé, par exemple, la légendaire route du thé entre le Yunnan et... Route du thé? Ouais. Je crois que vous m'avez offert un CD. Hein? Ouais. C'est un joli film qui s'intéresse aux merveilles qu'a pu créer cette petite feuille verte. Oh oui, c'est ça, oui. Qui existe depuis des millénaires. Ah, ouais. Et qui est un vrai cadeau de la Chine au monde. Voilà. J'ai fait aussi un film sur la Grande Muraille. Ah oui. Mais à ma façon. Oui, bien sûr. Je me suis intéressé aux hommes et aux femmes qui vivent le long de la... C'était en quelle année? Parce que... il y a peut-être la Grande Muraille... 4 ans ou 5 ans. Et c'est passé sur Arte aussi. J'ai fait un joli film, toujours avec des partenaires chinois, bien entendu, hein, mais c'est moi qui ai réalisé, mais en essayant de proposer dans le partage au public français ou européen un regard, comment dirais-je, un regard sur, qui n'est pas un regard touristique, mais qui doit aider l'Européen, le Français qui veut aller en Chine, de découvrir une Chine de manière un peu différente. Pas comme on le fait dans les films touristiques. Mais si vous voulez, cette altérité que je cherchais donc, je l'ai trouvée. J'ai aidé aux jeunes cinéastes à faire des films, et ensuite en partage. Donc je vendais les films à Arte, qui l'ont montré à l'antenne, et à un moment donné, les gens d'Arte, ils m'ont dit, mais Michel, tu fais trop de films sur la Chine. On ne peut pas tout montrer tes films, c'est pas possible. Les gens ne veulent pas savoir autant sur la Chine. Et je dis, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais bon, c'est vous qui décidez, hein, donc je suis obligé d'accepter votre décision. Je suis alors allé voir le directeur d'une salle de cinéma sur Paris, le Lincoln, pour ne pas le nommer, aux Champs-Élysées, et j'ai fait un accord avec le directeur. Je lui ai dit, j'ai 12 films chinois que j'ai produits. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une semaine de documentaire chinois? Il est banco, on y va. Et on a montré les 12 films pendant une semaine. Alors, l'accueil du public? 25 personnes le premier soir. 25 personnes, ouais. À la fin de la semaine, on refusait du monde. Oh, donc, incroyable. Donc, les gens ont soif. Ouais.
de savoir, c'est ça. de mieux comprendre. Ouais. Parce que la Chine est un très grand pays, mais pour nous, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on considère comme contradictoires. Exactement. Alors que quand vous êtes dans un esprit chinois, c'est pas du tout contradictoire. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que c'est comme ça est née la première édition des écrans de Chine. Et depuis, j'ai refait ça tous les ans. Voilà. Et je pense que, comme en ce moment, la période est très compliquée, on a le Covid, sans parler de Shanghai, il y a une période de guerre, il y a des problèmes d'énergie. C'est encore plus important aujourd'hui de continuer ce travail.